Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Il s'agit donc de celui du mois de juin. Pour ce mois, j'ai lu 7 livres. J'ai un peu moins lu que les autres mois jusqu'à présent. Disons que le mois de juin, ça a été un peu compliqué car il y a de la fatigue et avec la fatigue, eh bien disons que je lisais moins vite. Donc voilà, je suis arrivée à 7 livres pour ce mois. Je n'ai eu aucun coup de cœur et aucune déception, donc je vais vous présenter tout ça. Et disons qu'il y a juste une exception, donc qui fait que en tout je vais vous présenter 8 livres. C'est qu'en fait je vais vous présenter un livre supplémentaire que j'aurais dû vous présenter il y a de cela bien longtemps. Sauf que j'ai dû repousser la sortie de la chronique parce que ce livre, on va dire, a eu quelques soucis au moment de sa publication, notamment au niveau de la couverture, donc c'est pour ça que ça a été repoussé et que je vous le présente seulement maintenant. Mais après, je l'ai lu, ça fait déjà un petit moment, donc j'espère que je vais réussir à vous en parler au mieux parce que c'est plus tout frais dans ma mémoire. Donc voilà, en tout j'ai lu 7 livres pour juin, mais vous aurez une présentation donc de 8 livres. C'est parti! Je commence du coup avec l'exception, comme je vous disais, il s'agit du Donjon des Mystères d'Isabelle Allègre qui est publié en auto-édition. Voilà, je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Donc ici nous allons suivre en fait deux groupes de protagonistes qui sont en quête du fameux Donjon des Mystères qui devrait leur permettre d'obtenir de fabuleux trésors. Sauf que une fois dans le donjon, tout ne va pas se passer comme prévu, il va y avoir des quêtes, des choses à résoudre pour atteindre ce fameux trésor. Voilà pour le bref résumé. Au cas où, si vous voulez en apprendre plus, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous renseigner. Et ici, donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Donc on est déjà sur un roman choral, c'est-à-dire qu'on suit nos deux groupes de protagonistes. Et disons que d'un groupe à l'autre, l'ambiance n'est pas du tout la même. Dans un des groupes, on a une ambiance plutôt drôle, humoristique, où c'est plutôt bon enfant. Et de l'autre, c'est vraiment très sérieux, pointilleux, etc. Donc voilà, on est vraiment sur deux groupes, deux ambiances. Voilà, ce qui permet aussi de, quand on est avec le groupe où c'est que c'est plus humoristique, de passer des moments plus agréables, ou bien c'est vraiment drôle avec eux, j'avais bien aimé. Bien entendu, tout au long de l'histoire, il y aura des rebondissements, de la duperie. Et après, ce que je suis trouvé, c'est que les personnages principaux étaient bien construits, franchement. Donc j'ai passé un agréable moment, et puis dans ce donjon, disons que les épreuves s'enchaînent, c'est vraiment agréable, et jusqu'à arriver au dénouement final, que j'avais encore assez apprécié, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est juste ce que j'ai reproché à ce roman, c'est que j'avais du mal à différencier certains personnages, parce qu'on va dire dans un groupe, ils sont deux, donc là ça c'est pas trop compliqué de les différencier, mais dans le groupe ils sont quand même 4 voire 5, et au bout d'un moment on nous parle d'un à l'autre, et des fois ils ont des noms qui se ressemblent un peu, donc pour moi c'était pas évident de comprendre dans la tête de qui on était, et j'avais pas mal de mal à différencier du coup l'autre groupe de personnages. Et après aussi on avait des retours, je trouve, dans le passé qui pouvaient être intéressants mais des fois aussi confusants. Donc c'est pour ça que je lui ai retiré quelques points, mais sinon je pense que c'est un bon roman d'aventure. Ça m'a vraiment diverti, j'ai passé un bon moment avec nos protagonistes, surtout comme je vous dis le petit groupe qui était plus humoristique. Et si vous aimez la fantasy un peu épique et que vous avez envie de vraiment avoir de l'aventure, des rebondissements et tout ça, je ne peux que vous recommander cette lecture. J'ai également lu, donc pour le mois de juin, le tome 2 de City of Villains, Crochet et cicatrices d'Estelle Laure aux éditions Hachette Hello. Je vous montre la couverture. Donc ici, pour faire un bref résumé du tome 1, on suit Marie-Elisabeth qui a eu la chance de pouvoir être prise pour faire un stage dans la police, c'est son rêve. Et en plus, elle va avoir la chance de pouvoir enquêter sur la disparition de certains étudiants de son lycée et comprendre pourquoi est-ce que ces jeunes disparaissent, surtout que ce sont des jeunes qui appartiennent tous au même quartier. Car dans cet univers, nous sommes dans un monde où la magie a disparu. Et ceux qui pourraient pratiquer la magie vivent dans un quartier, on va dire, reculé, où ils sont un peu traités comme des parias, et de l'autre côté vous avez les autres personnes voilà, qui vivent dans des quartiers plus luxueux. Voilà pour le bref résumé, on va donc suivre Marie-Elisabeth dans cet enfer et comprendre pourquoi ces jeunes disparaissent et qu'est-ce qui leur arrive en fait. Alors du coup pour ce tome 2, j'ai mis la note de 8 sur 10. J'ai trouvé que c'était une suite prenante, on est toujours avec l'enquête, du mystère, et dans ce tome, Marie-Elisabeth va se retrouver confrontée à des
à des choix en fait. Elle va devoir choisir entre ses motivations, sa famille, ses amis, suite aux éléments qui se déroulent dans le premier tome et que je ne vous révélerai pas pour ne pas vous spoiler, mais disons qu'elle va devoir faire un certain nombre de choix pour savoir comment est-ce qu'elle va évoluer là-dedans. Et aussi, j'ai trouvé que la plume était fluide et addictive comme pour le premier tome. Et ce qui est bien entendu, c'est que on insère les méchants Disney là-dedans. Donc dans ce tome-ci, ils sont peut-être moins présents que dans le premier, mais quand même, on les mentionne. On a leur recherche, des choses comme ça. Et ainsi, Marie-Elisabeth, eh bien, disons qu'elle, on commence à comprendre qui est-ce qu'elle représente vraiment dans toute cette histoire. Sinon, le dénouement final, j'ai trouvé que c'était vraiment captivant. Et après, j'ai trouvé par contre que j'avais vite anticipé un élément qui est quand même assez important de l'histoire. Et c'est peut-être ça qui m'a fait un peu lui enlever un léger point. Mais aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on découvre aussi plus en détail les intentions vraiment de ces méchants Disney. Parce que, comme dit, on n'est pas méchant. Et il y a eu un élément qui a fait que ces personnes aient mal tourné. Et là, du coup, on comprend vraiment. Et vu le dénouement final, j'adore le tome 3, même si je sais qu'il va pas sortir tout de suite. Mais au moins, je suis à jour dans cette saga et j'attends le tome 3 avec impatience. Mais si vous êtes, comme moi, fan de l'univers Disney et que vous voulez peut-être redécouvrir les méchants dans un univers un peu plus sombre, je pense que ça vous plaira. Et en plus, là, il y a de l'enquête, du mystère. Et ce tome, franchement, pour dire que c'est un tome 2, je ne me suis pas ennuyée car vraiment il se passe pas mal d'éléments. Donc ici j'étais sur une lecture qui faisait environ 280 pages. C'est écrit quand même assez grand et assez aéré, je trouve, en tout cas de mon point de vue. Juste si je vous trouve un début de chapitre pour vous montrer. Voilà. Mais moi en tout cas ça l'a fait et puis ben j'ai hâte du coup que le tome 3 sorte pour pouvoir le lire quand il sera sorti et vous en reparler. J'ai également lu Kiss Me Maybe de Elodie François dans la collection EA. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et je remercie encore l'autrice, la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Donc ici on suit Evan. Alors je m'excuse si je ne prononce pas comme il faut car j'ai toujours des doutes avec les prénoms. Donc Evan et Daphné qui sont deux amis d'enfance. Ça a toujours été clair entre eux, c'est de l'amitié. Et ils vont se rendre dans un festival de musique aux Eurockéennes à Belfort. Et là, leur relation va prendre un autre tournant à cause d'un pari. Ils vont devoir s'embrasser et dès ce moment-là, Evan va commencer à ressentir des sentiments, ça va être contradictoire pour lui et il ne va plus savoir vraiment sur quel pied danser. Voilà pour le résumé. Et c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors ici, on est clairement, comme vous pouvez le constater, dans une romance Friends to Lovers. C'est sympa, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Evan qui est très attachant et surtout un gros point très important, c'est que l'autrice nous fait voir l'histoire selon le point de vue d'un HPI, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de mettre en avant les HPI justement à travers Evan et de voir comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils réagissent et les préjugés qu'on peut avoir à leur égard, que ce soit la solitude, tout ça, ou bien pourquoi est-ce qu'on a ces préjugés à leur égard et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ces moments à eux. Et ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant d'être dans sa tête et vraiment, je me suis vraiment attachée à ce personnage. En plus, j'ai trouvé ça sympa de faire l'histoire dans ce festival de musique. C'est vraiment très convivial et la romance, elle est bien menée. Et surtout, on voit très bien que leur amitié est très solide, surtout qu'on remonte petit à petit au début de leur amitié, on voit comment elle s'est construite à travers des flashbacks en fait qui viennent s'entrecouper par des chapitres en fait. Vous avez un chapitre dans le présent, soit un chapitre dans le passé, et on voit comment leur amitié s'est construite et comment elle a évolué au fil du temps. Et ça, c'est vraiment intéressant, j'ai trouvé, ces flashbacks qui viennent nous montrer à quel point leur amitié, elle est forte, elle est solide, elle a tenu toutes ces années. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis disons qu'aussi, vers la fin, on se rend compte que ces flashbacks, ils avaient un but. Donc c'est vraiment bien joué à ce niveau-là. Sinon, aussi, j'ai trouvé la plume fluide. Et puis bien entendu, l'autrice aborde des thèmes forts, notamment ici, en parlant d'un personnage HPI. Ce qui est vraiment, comme je dis, très intéressant. Et on a des personnages complets. Et pareil, bien sûr, comme... ce personnage, on voit les stéréotypes
auxquels il est confronté et là, comment est-ce qu'il vit avec cela. Donc c'est vraiment très intéressant. Après moi, ce qui m'a moins plu, on va dire, c'est que l'autre personnage, Daphné, alors d'habitude Elodie François fait des romans chorales, donc on suit les deux protagonistes de la romance. Et là, c'est vraiment un roman où on suit Kevin, on est vraiment que dans la tête d'Evan. Oh, je vais réussir à le dire, Evan. Et pour Daphné, disons, du coup, comme j'avais pas son point de vue à elle, que j'étais pas dans sa tête, il y a certaines fois des situations où j'ai pas compris en fait pourquoi est-ce qu'elle réagissait comme ça. Et où j'avais un peu l'impression qu'elle faisait la girouette par moment. Et moi, ça m'a peut-être fait que je me suis moins attachée à elle. Et puis que, oui, des fois, j'ai pas compris ses réactions, pourquoi elle faisait ça. Et ça m'a perdue. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points à ce roman, mais sinon c'est une très belle romance, c'est vraiment sympathique, j'ai passé un très bon moment. Et si vous avez la romance et que vous avez envie d'une romance qui passe très bien en période estivale, je ne peux que vous la recommander. J'ai également lu De lave, de métal et de rage, le tome 2, celle qui précède, d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Je vous montre la couverture. Donc pour vous faire un bref résumé du tome 1, on suit Victor qui est une sirène scandinave et qui a le privilège de pouvoir être un guerrier parce qu'en ce moment les sirènes scandinaves sont en guerre contre d'autres types de sirènes et Victor peut participer à cette bataille justement. Il a certains privilèges parce que normalement les hommes sirènes n'ont pas tous ces privilèges là et du coup Victor il sait très bien que quand la guerre sera terminée tous ces privilèges vont lui être enlevés et il va devoir retourner à une vie qu'il n'a pas envie de... Tout simplement il n'a pas envie d'y retourner. Donc pour essayer de garder ses privilèges actuels, il va devoir donc réaliser un complot pour essayer de retourner la situation dans son propre peuple. Voilà pour le bref résumé. Donc ici j'ai mis la note de 9 sur 10. Donc ici aussi j'ai oublié de vous rappeler, on est sur le préquel de Sang d'écume et de glace. Donc je vous recommande d'avoir lu de Sang d'écume et de glace avant de vous lancer dans cette duologie préquel. Parce que sinon vous risquez de vous faire spoiler certains éléments ou de ne pas totalement comprendre tout. Mais je pense que vous avez bien le temps de le faire dans cet ordre comme dit. Et moi j'ai mis la note de 9 sur 10 à ce tome 2. J'ai trouvé déjà que la suite a été prenante et dans ce tome on voit vraiment l'évolution des sentiments de Victor envers certains autres personnages. Je ne vous révélerai pas lesquels, vous le découvrirez en lisant ce livre. Et aussi l'évolution de sa relation avec Navy. Voilà, c'est donc la personne que nous avons ici, Navy. Et il y a aussi des péripéties. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a le retour de certains personnages de la trilogie qui est vraiment sympa. Ça m'a plu en tout cas. Et on voit très bien les raccords qui sont faits avec la trilogie principale. Donc ça aussi, c'est très bien fait. Franchement, c'est pour ça que je vous recommande de lire la trilogie pour le coup avant de vous lancer dans le préquel. La plume, elle est fluide et addictive. Et franchement, quand j'arrive à la fin, j'ai regretté d'avoir quitté cet univers, ça m'a fait un passement au cœur parce que vraiment j'aimais beaucoup cet univers de sirènes, la manière dont c'était construit. Et là, découvrir un peu plus d'autres mondes de sirènes qu'on voyait peut-être pas forcément dans la trilogie, ça m'a encore plus plu. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et j'ai dû quitter ces personnages, cet univers et c'est avec un certain regret. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture et si vous aussi vous aimez tout ce qui est fantastique avec des sirènes et que vous avez envie d'une histoire qui est vraiment bien menée, avec... du mystère, des rebondissements et franchement des personnages que j'ai beaucoup appréciés. Je vous recommande donc la trilogie et ensuite vous avez le préquel pour pouvoir en découvrir davantage sur d'autres protagonistes. Donc pour moi ça a vraiment fait. J'ai passé un agréable moment avec autant que la trilogie que le préquel et je me suis régalée. Donc voilà, c'est juste pas un coup de cœur parce que je n'ai pas atteint ce stade, mais une très très bonne lecture pour ma part et voilà, je me suis régalée avec ce tome. Ici c'était une lecture, on était sur un peu plus de environ 220 pages. C'est écrit plus petit et plus serré que l'autre que je vous ai présenté tout à l'heure. Et voilà, vous voyez dans les en-têtes de chapitre vous avez des sirènes et à certains endroits, voilà, vous avez beaucoup des orques aussi pour vraiment tout en lien avec l'univers marin. Donc moi j'ai vraiment passé un super moment et franchement il faudra que je me la relise dans quelques temps. J'ai également lu Nil, le tome 3 donc c'est La colère de Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous montre la couverture. Donc Nil, pour faire un bref résumé du tome 1, qu'est-ce que c'est? Nil, c'est une île paradisiaque où tout d'un coup vous vous retrouvez, vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là, vous êtes nu et vous vous rendez compte en fait, ou plutôt on vous apprend
que vous avez 365 jours pour quitter Nil, sinon vous mourrez. Et pour quitter Nil, il faut réussir à choper une porte qui apparaît de manière aléatoire une fois par jour sur l'île et passer à travers. Voilà. Et donc on va suivre différents protagonistes qui vivent sur cette île et qui vont essayer de s'en sortir et d'essayer de pouvoir rentrer chez eux en traversant une porte. Donc dans ce tome 3, je lui ai mis la note de 7 sur 10, ça a été, je pense, ma moins bonne lecture de la trilogie. Et je vous explique pourquoi. Donc là, on est sur une suite déjà qui est sur un autre ton par rapport aux autres. Les autres se passent sur Nil directement. Et là, on a un moment où c'est qu'on est dans notre monde, qui dure assez longtemps d'ailleurs. Je pensais qu'on allait revenir plus vite sur Nil. Et ça fait que je pense que j'ai plus de mal à rentrer de nouveau dans l'histoire. Et aussi pour dire qu'on est dans un autre ton ici, c'est qu'on suit aussi pas mal de points de vue. Donc on peut également avoir le point de vue de Nil, en fait, de l'île en elle-même, de l'entité. Et ça c'est très intéressant, j'ai trouvé. Mais on suit également d'autres protagonistes par-ci par-là. Et des fois ça peut être un peu déstabilisant, surtout que dans les autres tomes on suivait seulement nos deux protagonistes principaux. Et là bien entendu le but est toujours le même, il faut détruire Nil et que tout le monde réussisse à s'échapper pour détruire cette île infernale. Et libérer bien sûr tous les jeunes qui sont retenus. Il y a de bons rebondissements, j'ai trouvé la plume elle est toujours aussi fluide, une fois qu'on est dedans ça passe tout seul. Mais comme je vous dis, j'ai du mal à entrer dans le récit, peut-être aussi à cause du fait qu'on est un sacré moment dans notre univers avant d'arriver vraiment sur Nil. Et j'ai trouvé que on avait aussi un peu un manque d'informations. Par exemple, sur Nil, j'aurais voulu en apprendre un peu plus parce que des fois ça me semblait un peu brouillon et je me perdais un peu. On nous donne des éléments, certes, mais presque pas assez pour tout comprendre, avoir toutes les clés. Et j'ai trouvé ça dommage, surtout que là on avait le point de vue de l'île. Et je pense que ça aurait pu être intéressant si on avait plus d'éléments. C'est du coup ce que j'ai vraiment reproché à ce tome. Et les autres tomes je les avais adorés, je crois que ça avait même été les deux des coups de cœur, mais pas celui-ci. Comme je vous dis, il y a eu quelques éléments qui ont un peu fait baisser sa note. Et surtout le fait que j'aurais voulu avoir plus d'éléments à mettre sous la dent sur l'île, tout simplement comprendre qu'est-ce qui se cachait là derrière, toutes ces choses là. Et puis comme je dis, certains éléments comme c'est tourné me semblaient un peu confus, j'avais pas tous les éléments pour vraiment bien comprendre toute la situation. Voilà donc pourquoi je lui ai mis la note de 7 sur 10, mais pareil, je pense que c'est une très bonne trilogie que je peux vous recommander. C'est du jeunesse, c'est un peu de la, je dirais, oui, de la science-fiction. Et franchement c'est vraiment très prenant d'être sur cette île c'est vraiment prenant dans le sens où vous vivez avec les personnages, il y a cette notion de décompte, de savoir que notre vie ne tient qu'à quelques jours en bout d'un moment. Et ça j'ai beaucoup apprécié, je trouve que c'est une trilogie qui est vraiment intéressante, même si le tome 3 n'arrêtait pas aussi haute que ce que j'aurais pensé peut-être. J'étais peut-être un peu déçue avec ça parce que je m'attendais à voir le Graal, à avoir une fin phénoménale. Et pour moi ça l'a pas fait. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ce sera un coup de cœur, que je ne sais pas, mais pour moi ça ne l'a pas fait, je m'attendais à autre chose. Mais pour moi, Nil reste une super trilogie et je vais la garder dans mes bibliothèques. J'ai également lu en lecture commune Dans la vie des pantins de Tig Clown aux éditions de Saxus, enfin je montre la couverture. Et ici donc on suit Victor qui est le dernier humain. Il vit dans la forêt avec 3 robots. Donc son père Giovanni, il y a également l'infirmière Rakshid, aux tendances sociopathes mais au grand cœur, et Rambo qui est un petit aspirateur robot anxieux. Donc ils vivent tranquillement dans leur maison qui sont construites, vous voyez, on va dans la forêt, jusqu'au jour où Victor ramène de la casse à un nouvel androïde, et en le réparant, celui-ci alerte involontairement les autorités qui vont débarquer. Ils vont emmener Giovanni pour le réparer, on va dire, en guillemets, et surtout faire en sorte qu'il reprenne sa fonction première. Donc on va le réinitialiser et là il va oublier tout ce qui se passe, tout ce qu'il a vécu avec Victor et ses amis. Donc Victor ne va pas laisser faire ça, il va partir à la recherche de son père et pour cela il va devoir se rendre à la ville des rêves électriques. Voilà donc pour le résumé. C'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10, franchement j'ai trouvé que c'était un récit original avec des robots comme protagonistes, je trouve que c'était intéressant. Et
c'est un récit qui est quand même assez cosy avec beaucoup d'émotions et qui est axé sur le thème de la tolérance, du pardon et de l'amour. Donc vraiment c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié, et aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a beaucoup d'humour. J'ai adoré l'infirmière Rakshid qui fait de ses sorties, mais j'étais pliée. Mais vraiment c'était génial, c'est doudou, c'est agréable de suivre tous nos protagonistes. Et pour dire qu'on a des robots, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que par moments on oublie presque que la majorité des personnages sont des robots. On les considère comme des humains en fait, on les humanise tellement ils sont attachants, tellement... Tout ce qu'ils disent c'est beau. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, on a quelques rebondissements et j'ai beaucoup aimé les références qui sont faites au conte d'origine, parce que c'est une réécriture de Pinocchio. Alors il y a des références de Pinocchio qui sont glissées par-ci par-là, qui c'est vraiment bien fait. Et moi j'ai beaucoup aimé du coup, avec ces personnages attachants comme je vous dis, c'était une belle aventure. Avec beaucoup de thèmes, de tolérance, tout ça, c'est très beau. La plume de Tiggy Clown, elle est douce, elle est prenante. Après, j'ai peut-être trouvé juste, voilà, c'est un récit, comme je vous dis, qui est plus doudou. Donc, vers le milieu du récit, je trouve un peu des longueurs, parce que c'est vrai que c'est un récit qui va tout doucement. Il y a quand même quelques rebondissements par moment pour nous prendre dans le jeu. Mais vers le milieu, il y a quand même quelques longueurs également, et c'est peut-être juste pour ça que je lui ai enlevé un point, parce que je trouve que voilà, c'était peut-être un peu loin à mon goût, qu'on aurait peut-être pu abréger cette partie-là, mais sinon le reste, ça l'a vraiment fait. J'ai été embarquée dedans, dans toute cette histoire, et le dénouement final montre très bien que malgré qu'étant donné tout ce qui s'est passé, on ne ressort pas intact et qu'il va falloir se reconstruire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. On est peut-être sur un dénouement final un peu plus sombre, mais très juste, et aussi qui laisse des perspectives qu'on peut s'imaginer sur l'avenir de nos personnages. Et voilà, moi comme je vous dis, j'ai adoré cette lecture, c'était très beau, et en plus regardez, le livre est magnifique, et j'ai vraiment voyagé avec nos robots et Victor. Donc ici c'était une lecture qui faisait un peu plus de 470 pages. C'est écrit quand même, le style d'écriture c'est plutôt standard et assez aéré. Puis regardez, les entêtes de chapitres étaient faites comme ceci avec des feuilles. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc vraiment c'était très beau. Et je me suis régalée, donc franchement je ne peux que vous le recommander si vous aimez, si vous avez lu déjà des livres de Tiggy Clown, vous savez comment est sa plume, c'est quelque chose de très doudou, cosy. Là on a peut-être un peu plus de rebondissements parce que quand même on est dans un univers où il se passe certains éléments. Mais voilà, ça reste quand même sur le même principe, et moi en tout cas, j'ai déjà lu plusieurs livres de Tiggy Clown, je pense que j'ai peut-être préféré celui-là à La Maison humide de la mère céruléenne. Peut-être à cause des personnages que j'ai trouvé plus attachants encore, et surtout ces robots qui m'ont retourné, qui m'ont fait rire, qui m'ont vraiment chamboulé, j'ai envie de dire, par moments. C'était très beau et je ne peux que vous le recommander. J'ai également lu Blue Lake, le tome 1, Les Extraordinaires d'Amandine Petter aux éditions Explora. Je mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Donc ici nous sommes dans un univers où toute chose génère des déchets, y compris la magie. Et dans cet univers, nous avons donc les Ex-Meisters, qui sont les personnes qui arrivent à générer de la magie, et les autres qui sont des personnages lambda, qui n'ont pas de magie en elles. Et Blue, on va suivre une protagoniste, Blue, qui est dans un quartier qui est défavorisé, et elle, son travail en fait, ce que c'est, elle doit aller déboucher les canalisations, parce que ces déchets magiques, on les jette, et ils viennent des fois à boucher les canalisations. Donc le travail de Blue, c'est d'aller dans les canalisations, nettoyer le déchet magique qui bloque ces canalisations. Voilà. Et un jour, en fait, Blue va se retrouver avec un ex-master qui va lui annoncer qu'il a besoin d'elle. Car elle est tombée sur un déchet magique qui correspondait pas à ce qu'elle retrouve d'habitude. Donc elle n'a pas le choix, elle doit faire équipe avec cet ex-master, même si au fond elle les déteste, les ex-maesters. Et elle va devoir essayer d'enquêter avec lui pour trouver d'où venait ce fameux déchet magique qui n'est pas ordinaire. Voilà pour le speech. Donc c'est une lecture qui met 9 sur 10. J'ai trouvé l'univers d'urban fantasy vraiment original et captivant, tourné autour de l'écologie. Et le fait que même la magie génère des déchets, c'était très intéressant. La protagoniste Blue, elle est vraiment géniale. Elle a un caractère vraiment bien trempé. Mais elle peut aussi se remontrer plus touchante dans certains moments, notamment des moments avec son petit chat qui est trop mignon. Voilà.
Et il y a beaucoup de rebondissements, on est dans il y a aussi des moments d'enquête, de l'alliance, une alliance comme je vous ai dit, et on a d'énormes surprises auxquelles on ne s'attend pas. Tout au long de l'histoire, moi j'étais captivée, et tout ça avec une plume fluide, on est pris immersive, on est dans cette histoire, on suit Blue. Et Blue, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est son franc-parler en fait. Elle va pas par quatre chemins, si elle va dire quelque chose, elle le dit. Et des fois, elle dit même des choses qui sont un peu gênantes, mais voilà, c'est du Blue. Elle réfléchit pas trop avant de parler, puis c'est seulement une fois qu'elle l'a dit qu'elle se dit mais pourquoi j'ai dit ça? Donc c'est vraiment génial. Et après, comme je vous dis, il y a beaucoup de rebondissements et le dénouement final était juste incroyable et donnait envie de lire la suite. Donc voilà, j'ai craqué, je suis actuellement en train de lire la suite. Mais c'était vraiment génial. Et le personnage de Blue, je l'ai adoré. Donc après, attention, trigger warning, alors je sais qu'il y a du langage assez vulgaire, de la vulgarité, il y a de la violence, et je ne sais plus par cœur tous les trigger warnings qu'il y avait pour ce tome 1, mais en tout cas, il y a, oui, de la vulgarité, ça c'est clair, de la violence, mais non sexuelle, je précise. Et si vous voulez vraiment avoir tous les trigger warnings, au cas où, vous pouvez aller voir ma chronique sur mon blog ou sur ma page Instagram, ils sont tous mentionnés, mais en tout cas c'est ceux qui me reviennent en tête spontanément. Mais comme je vous dis, moi en tout cas, c'est pas des trigger warnings qui m'ont vraiment dérangé. Je trouve que le langage de Blue, étant donné où c'est qu'elle vit, ce langage est justifié. Et ça va avec notre personnage, je trouve, vraiment, je me suis régalée avec ce premier tome. Et là, comme je vous dis, j'ai hâte de lire la suite. Et je pense que je vais me dévorer cette saga si ça reste sur la même longueur d'onde. Mais là, vraiment, ça le fait. Alors, si vous êtes comme moi, vous aimez tout ce qui est urban fantasy et que vous avez envie d'une saga qui, franchement, va de surprise en surprise et de révélation en révélation, foncez, vous ne serez pas déçus. Et ma dernière lecture de juin, ça a été L'Immortel, le tome 1, La clé de cuivre, de Marie Lyonnais aux éditions Cadaling. Je vous mets également la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Ici on suit Anna qui vit en Angleterre, elle a 21 ans, elle est étudiante, elle est assez solitaire mais elle a une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Jusqu'au jour où elle va s'interposer lors d'une agression. Et sans se rendre compte en fait que des forces paranormales ou des forces extraordinaires sont en jeu là-dedans, elle va donc s'interposer et elle va se retrouver à se faire enlever et elle va se retrouver dans un château avec un monsieur. Voilà. Et là elle va commencer à en apprendre plus sur ce personnage qui l'a enlevé et sur le type de créature qu'il est. Voilà du coup pour le résumé, donc si vous voulez en savoir plus comme d'habitude, le lien du livre est dans la barre d'infos. Donc ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. On est encore une fois sur de l'urban fantasy. J'ai trouvé le récit prenant et original également car ici on est sur une nouvelle version de créatures fantastiques si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai vraiment aimé. On a une plume qui est fluide, des personnages attachants si bien les principaux que les secondaires. Il y en a certains j'ai vraiment adoré. Et on a deux protagonistes qui sont vraiment à l'opposé. D'un côté on a Anna qui est timide mais qui est quand même qui a un caractère assez forte tête. Et de l'autre côté on a Elvin qui a un côté bourru mais qui est également très tendre quand on sait le connaître. J'ai trouvé l'intrigue aussi intéressante et j'ai beaucoup aimé qu'on nous mette en avant les particularités des immortels, qu'on apprenne plus sur les immortels, c'était vraiment très intéressant. Et dans ce tome, on a aussi affaire à du mystère et une romance qui va se profiler petit à petit. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. On est peut-être plus dans un tome introductif et j'espère que la suite va nous révéler pas mal de choses. Mais là, je pense que ce premier tome est peut-être un peu plus introductif pour vraiment tout poser les éléments importants et qu'ensuite, on va peut-être partir sur plus d'action, de rebondissement. En tout cas, j'espère. À voir avec le tome 2 que je lirai tout prochainement. Et tout ce que je peux reprocher à cette lecture, c'est que la romance, pour moi, j'ai pas vraiment adhéré à la romance, je l'ai trouvée très rapide. Et j'ai trouvé un peu ce jeu de, oui, d'abord je ne peux pas te voir. Et juste après, c'est l'amour fou. Donc pour moi, c'était peut-être un peu trop hâtif à mon goût. Donc c'est tout ce que je peux reprocher à cette lecture. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 8 sur 10. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire la suite, vu les éléments qui sont passés à la fin. Et d'en apprendre plus sur les immortels et
Voilà, à côté d'Anna. Donc pareil, là, si vous aimez un peu tout ce qui est urban fantasy et que vous avez envie de changer un peu des vampires et autres créatures fantastiques, je pense que cette lecture pourra vous plaire. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. Pour juillet, j'espère avoir un peu plus de temps pour lire et lire un peu plus de livres, profiter aussi un peu des vacances pour ça. Sinon, ben, je vais continuer à avancer dans ma palle de l'été et essayer de lire des livres plus estivales, voilà, à voir en fonction de mes envies. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aussi vous avez lu, si vous avez des coups de cœur ou des déceptions, voire même des abandons. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc là, l'emoji, voilà, je prends l'île, mettez-moi l'emoji. Vous savez, vous avez l'île déserte avec un palmier. Bah, mettez-moi cet emoji pour me dire que vous êtes là, que vous avez regardé jusqu'au bout. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt, et portez-vous bien, bye bye.